honorables invités en vos titres, grades et qualités, Monsieur le Président de l'Amicale Monsieur le Président de l'Amicale des élèves de l'École nationale d'administration, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sous ce chapiteau à l'occasion de la troisième édition du cycle des grandes conférences de l'École nationale d'administration. Pour rappel, ce projet, initiative de la nouvelle direction, a pour objectif principal de créer un cadre favorisant des échanges devant nous permettre de nous outiller afin de mieux faire face à nos challenges qui nous atteignent à l'issue de notre formation. Après avoir reçu respectivement nos illustres anciens, M. Mohamed Moussa Fatal et M. Abdou Karim Gueye, avec des échanges autour des questions liées au développement personnel, nous allons aujourd'hui nous intéresser en cette matinée au développement des territoires en général, au rôle et à la place de l'acte 3 de la décentralisation en particulier. À cet effet, nous suivrons l'agenda ci-après. D'abord, nous allons assister au mot de bienvenue du directeur général. Ensuite, nous allons passer à l'introduction du modérateur avec la présentation du conférencier, qui par la suite va prendre le relais pour un exposé sur le thème. Et enfin, la parole sera donnée à l'audience pour des questions, contributions et témoignages. Mesdames, il me revenait de présenter, au moment de présenter le conférencier, de parler un peu de l'intérêt du thème et de sa pertinence, mais je crois que ça a été largement couvert par l'exposé du directeur général. Je voudrais l'en remercier. Je voudrais juste ajouter peut-être à sa suite deux ou trois petites choses. C'est que l'intérêt de ce thème, comme nous avons eu à en échanger avec le conférencier tout à l'heure, est d'une évidence qui s'impose quasiment par lui-même. Ce qui est remarquable derrière ce thème, c'est que son actualité est historiquement ancrée. Parce que depuis que le Sénégal a franchi le cap de son indépendance, la problématique du développement des terroirs s'est imposée un peu comme étant un thème récurrent par rapport auquel nous avons toujours cherché les solutions les meilleures. Pour les plus anciens, vous vous souviendrez de ce que, dès le premier plan de développement du Sénégal, dans les années 60, sous la houlette du président du Conseil de l'époque, le président Mamadou Dia, et sous la direction technique de Père Lebré, un premier plan avait été conçu et l'axe stratégique d'orientation de ce plan s'inscrivait déjà dans la problématique du développement des territoires. Beaucoup d'actes fondateurs ont été en ce moment-là inscrits dans l'agenda du Sénégal. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré notamment la loi sur le domaine national. C'est dans ce cadre que nous avons eu la logique liée au découpage régional au Sénégal. Vous vous souviendrez qu'aujourd'hui nous sommes à 14 régions, mais qu'à l'époque nous étions à 7 régions, et que c'est le socle sur lequel étaient constituées ces différentes régions, en dehors de la problématique liée au fait qu'il y avait une logique de promotion du développement régional à partir d'une dynamique et géographique et économique. Il y avait des sociétés régionales de développement qui avaient été instituées pratiquement pour chacune de ces régions. Je ne me substituerai pas donc au conférencier et je voudrais dire que le lien qui est fait entre le thème de la conférence et le conférencier a été déjà partiellement établi par le directeur général. Je crois que il nous aurait été difficilement donné de penser à un autre profil que celui-là pour essayer d'avoir un exposé pertinent sur une question aussi ardue. Je veux parler de M. Samba Diop. M. Samba Diop est un pur produit de l'école sénégalaise. Faculté de droit, Université de Dakar, sciences économiques, ENAM, d'autres cycles de formation au CESAC, le centre de formation aussi des hautes études de défense et de sécurité, CHEDS, des formations connexes. Si je devais les citer, je crois que nous passerons une partie de la journée. Donc, M. Diop, vous souffrirez de ce que je puisse amputer légèrement une partie de votre CV. Ce qu'il faut retenir, c'est que
M. Samba Diop, pendant 9 ans, a évolué dans l'administration territoriale et locale, avec toute la problématique liée à l'administration territoriale, à la gestion administrative, à la décentralisation, à la déconcentration et au développement local. 9 ans, ce n'est pas 9 jours, ce n'est pas 9 mois. Pendant 6 ans, il s'est investi dans les études, la consultance, l'appui au conseil et management public et en marché public, dans les réformes administratives, le renforcement des capacités de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance. À ce titre, il a atterri au bureau organisation et méthode que vous connaissez de nom, modestement de réputation. Nous n'avons pas eu le plaisir de le croiser, de le rencontrer là. Je crois que nous nous sommes croisés. J'ai quitté le BOM quand lui, il arrivait. Mais le BOM est resté ce qu'il avait toujours été et s'il n'a jamais perdu comme vocation d'être un peu ce creuset de réflexion et de prospective pour inventer pour le Sénégal un avenir. M. Diop, pendant 7 ans, a été aussi dans la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques, des projets et programmes, ainsi que dans l'impulsion, la coordination et le suivi de l'activité des départements ministériels. 9 plus 6 plus 7, ça nous fait une vingtaine d'années pour lesquelles M. Diop s'est investi au plus haut niveau dans tout ce qui pouvait aider à renforcer les capacités de perception de ce que le développement aurait dû être pour le Sénégal. En plus de ça, il faudra ajouter modestement que M. Diop, en plus d'avoir assumé des responsabilités au niveau de l'administration territoriale, à l'époque, on parlait de commandement territorial, je ne sais pas si le concept est toujours de mise, préfet, sous-préfet. M. Diop a aussi été directeur de cabinet plusieurs fois et dans plusieurs ministères. Ensuite, conseiller spécial de M. le Premier ministre, directeur de cabinet, et aujourd'hui directeur d'un cabinet de conseil, et donc il est dans la consultance. Je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps sur ce chapitre-là. Je voudrais, à la suite du directeur général, le remercier d'avoir pu, avec autant de promptitude, relever le défi qui consistait en un peu de temps à s'investir dans un thème qui est plus qu'un thème d'actualité et dont la pertinence est aujourd'hui avérée, comme l'a dit le directeur général, et nous instruire de ce que le développement des terroirs pourrait apporter pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale d'administration à l'occasion de cette 3e édition du cycle des grandes conférences dont le lancement a été magistralement effectué le 6 décembre 2023 avec M. Mamadou Moustapha Tall et la 2e édition assurée par M. Abdou Karim Bey de Gueye, inspecteur général d'État, ancien directeur général de l'ENA. À ces 2 personnalités, je réitère mes sincères remerciements pour leur soutien et leur accompagnement. S'agissant de la conférence d'aujourd'hui, elle a été exceptionnellement programmée pour la matinée afin de permettre aux adeptes du ballon rond de suivre les demi-finales de la CAN prévues dans l'après-midi. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un administrateur civil de classe exceptionnelle, rompu à la tâche, M. Samba Diop, à qui nous témoignons notre grand respect et adressons surtout nos très sincères remerciements pour avoir voulu répondre à notre sollicitation très tardive pour animer cette conférence à la place du Premier ministre Mamadou Lamine Loum, retenu par un empêchement de dernière heure. Merci encore une fois, Samba. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu de vous présenter nos excuses pour ce changement intervenu et que l'étroitesse des délais ne nous a pas permis de porter à l'attention de tout le public concerné. Mais fort heureusement, nous avons la chance de disposer dans notre entourage un homme du sérail, un homme de qualité, un expert avéré dont le choix se justifie amplement pour un thème comme celui qui sera abordé tout à l'heure. M. Samba Diop, ancien conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, aujourd'hui formateur à l'École nationale d'administration,
directeur du cabinet de conseil en management public et gouvernance, a occupé des fonctions importantes dans la haute administration au niveau central et territorial. Depuis sa création, l'École nationale d'administration est restée une institution de référence. Aujourd'hui encore, elle a pu satisfaire aux exigences d'adaptation et d'innovation d'une administration moderne, futuriste, performante, constamment interpellée par les nécessités d'un environnement en perpétuelle et fulgurante mutation sur tous les plans. Cette volonté d'adaptation constante de l'ENA et de ses produits à l'environnement et aux besoins actuels futurs de l'administration justifie les réformes intervenues jusqu'ici. Elle exige aussi l'adoption de nouvelles méthodes et approches pédagogiques permettant d'assurer une meilleure célérité dans la maîtrise des connaissances et une plus grande ouverture de l'école sur le milieu afin d'intensifier l'efficacité de ses futurs cadres. C'est justement dans cette optique et dans le cadre du développement des activités de recherche et d'animation scientifique de l'école que le cycle des grandes conférences a été instauré afin de donner un nouveau cycle au mercredi de l'ENA, notamment avec la participation de modèles d'illustres personnalités qui ont marqué positivement et de façon indélébile la vie de l'administration. Les grandes conférences ont été mises sur pied afin de consolider et renforcer le dispositif de formation initiale et permanente en vue d'améliorer les performances et la qualité des apprentissages. Le cycle des grandes conférences vise à promouvoir des thèmes portés par d'illustres personnalités qui peuvent restituer du point de vue de leur parcours de vie et notamment au plan professionnel un vécu exceptionnel qui donne la mesure de ce que fut et de ce que doit être notre administration, voire notre État. Directeur général de l'ENA, cher modérateur, honorables invités, chers élèves, je voudrais remercier monsieur le directeur général pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions sur le thème d'aujourd'hui qui porte sur le développement des territoires et l'acte 3 de la décentralisation. On l'a déjà dit, je pense que c'est un thème qui est intéressant. Les éléments de définition, nous commençons naturellement par définir le mot développement. Je demande au public de m'excuser un tout petit peu parce que j'ai la voix un peu enrouée du fait de rhume sévère dont j'ai été victime pendant quelques jours. On parle du développement des territoires. Pour se comprendre, on dit qu'il faut parler le même langage. Donc, essayons de voir quel contenu il faut donner au mot développement. Il y a une infinité de définitions de ce concept. Il désigne généralement le processus d'amélioration et de croissance dans différents domaines, tels que l'économie, la société. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, merci. L'éducation, ou bien encore les bien-être humains, souvent en référence à l'amélioration des conditions de vie et au progrès socio-économique. Déjà, je pense que l'idée d'amélioration des conditions de vie et le progrès socio-économique constituent des concepts fondamentaux pour définir le développement. Le concept territoire, il désigne des zones géographiques délimitées qui peuvent être définies par des caractéristiques physiques.
culturels, politiques ou économiques. Ils englobent souvent des populations et des communautés, ainsi que les ressources naturelles et les infrastructures présentes dans ces zones. Les territoires peuvent être de différentes échelles, allant des quartiers urbains aux nations souveraines. Définition de l'IA. Dans le contexte du cadre normatif sénégalais, la notion de territoire renvoie précisément aux collectivités territoriales, qui sont des personnes morales de droit public, qui s'administrent librement et qui sont de deux ordres dans notre pays, la commune et le département. Alors donc, on peut dire simplement que le développement des territoires signifie, à notre sens, une amélioration substantielle et durable des conditions d'existence des populations, découlant principalement de la création de richesses, d'emplois et de revenus à l'échelle du territoire, générant un accès à des services publics et sociaux de qualité et un cadre de vie environnemental sain et agréable. Le tout fruit d'une économie locale dynamique et auto-entretenue par, notamment, l'action des citoyens et des acteurs territoriaux. Donc voilà, en gros, la définition que je voudrais vous proposer pour parler de développement des territoires. C'est très important parce que la question que nous allons nous poser est celle de savoir quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que l'acte 3 de la décentralisation participe justement à la réalisation de cette situation pour les populations. Est-ce que l'acte 3 de la décentralisation est un levier pour le développement des territoires? C'est une question très intéressante parce que le modérateur l'a rappelé, la réforme de la décentralisation date de très longtemps. Les principales étapes les plus récentes qu'on peut retenir, c'est la réforme de 72 qui a créé les communautés rurales, la réforme de 80, la réforme de 90, la réforme de 96 avec la régionalisation. Et on a dit qu'au fond, toutes ces réformes-là peut-être ont renforcé la décentralisation dans une certaine mesure, en responsabilisant davantage les populations, mais qu'elles n'ont pas suffisamment adressé les questions de développement. Je pense que c'est le constat général. On fait la décentralisation depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que véritablement la décentralisation n'a pas encore développé nos terroirs. Et donc, lorsque l'acte 3 a été mis en place, on a dit cette fois-ci, on fait un saut qualitatif pour quitter l'institutionnel pour aller vers le développement. Donc, en fait, c'est pourquoi cette question me semble être intéressante. L'acte 3 a été mis en place depuis 2013, n'est-ce pas? Un bilan a été fait. J'ai eu l'opportunité de participer à cet exercice, moi et mon ami Biram Owen Sinyaï. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur les forces et les faiblesses de l'acte 3. Ses acquis et ses insuffisances. Et ensuite, maintenant, sur la base, naturellement, des faiblesses identifiées, de pouvoir examiner, le cas échéant, les leviers sur lesquels il faut agir pour qu'ils soient un véritable instrument de développement des territoires. Alors, quels sont les fondamentaux de l'acte 3 de la décentralisation? D'abord, la vision. Je crois que elle est bien connue maintenant, je ne sais pas si elle est partagée, mais elle consiste justement à organiser des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Bon, l'horizon, n'est-ce pas, a bougé, mais le contenu de la vision est là. Organiser des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Déjà dans la vision,
on constate que la question du développement durable est posée. Porteur de développement durable. Donc, autrement dit, en posant l'acte 3 de la décentralisation, l'objectif de développement dont je parlais tout à l'heure a été bien cerné. Et ça renvoie à des territoires viables. Parce que sans la viabilité, la durabilité n'existe pas. Un bébé qui n'est pas viable peut naître, mais malheureusement risque de disparaître à très court terme. Compétitif. Oui, nous allons y revenir parce que sans la compétition, sans, disons, l'attractivité, il est difficile véritablement d'engager le développement des territoires. Voilà, donc cette vision a été stabilisée et les principes de l'acte 3 dégagés. Il y en avait 4. Premier principe, la territorialisation des politiques publiques. Deuxième principe, la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. Troisième principe, la coopération étroite entre les élus locaux respectés, aux capacités renforcées, et les représentants de l'État réhabilités dans le rôle d'interlocuteurs territoriaux de l'État. C'est très important parce que ce principe pose le type de relation et la nature des relations qui doivent exister entre les élus locaux et les représentants de l'État. Et quatrième principe, la participation et l'inclusivité de tous les acteurs dans le processus. Qu'il s'agisse de l'État, de la société civile, du secteur privé, etc., etc. Autre innovation, la création de la ville en vue de mutualiser les compétences des communes qui la constituent. Autre innovation, la répartition des 9 domaines de compétences jusqu'ici transférés entre les 2 ordres de collectivités territoriales, le département et la commune. L'adoption du décret sur la dévolution du patrimoine, nous avons tous suivi les difficultés que ça a créées, et la mise en œuvre qui est encore en cours de la réforme de la fonction publique locale. On verra quel sera son statut juridique, mais en tout cas, le besoin semble s'exprimer. L'existence d'un cadre organisationnel et fonctionnel inachevé, l'insuffisance des outils de gestion et de management territorial, la prédominance d'une gestion des urgences au détriment d'une gestion axée sur les résultats du développement. Donc, c'est les inondations, voilà, c'est des incendies, c'est des secours, alors que la préoccupation doit être centrée sur des résultats de développement. Autre faiblesse, c'est l'inadéquation des ressources des collectivités territoriales par rapport aux compétences transférées. On l'a dit et répété plusieurs fois. La poursuite de l'exécution des compétences transférées par l'administration centrale sur la base de programmes ministériels sans consultation préalable des collectivités bénéficiaires. Là également, c'est un problème. On a dit que les compétences sont transférées, mais elles continuent d'être exercées par le niveau central, sans toujours consulter les bénéficiaires, ce qui pose véritablement des difficultés. L'exercice difficile des compétences en matière d'urbanisme, pour certaines nouvelles communes, du fait de l'absence de services techniques compétents sur place avec les moyens matériels et humains, alors qu'on a transféré aux communes justement d'importantes compétences en matière d'urbanisme. Autre faiblesse, c'est la prédominance d'un régime foncier dominé par les terres du domaine national dans les nouvelles communes dépourvues de plans cadastrales. Voilà, les nouvelles communes sont chargées de gérer le foncier alors qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire, parce que nous ne disposons pas de plan cadastral, ce qui crée bien entendu beaucoup de difficultés. L'insuffisance des services administratifs déconcentrés, qui sont dans une situation également très difficile aujourd'hui, et les difficultés des relations entre les différents acteurs de la décentralisation. Ce sont là donc des faiblesses identifiées au niveau de la lisibilité des échelles de gouvernance.
Alors, le financement du développement territorial. Les acquis. Voilà un sujet qui a beaucoup préoccupé certains qui sont dans la salle. Et je pense à l'inspecteur général d'État, Amadou Boussofay, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, on peut considérer que l'existence d'un important portefeuille d'impôts et de taxes qui finance plus de 60% des dépenses des communes et des villes constitue quand même un acquis important. Et pour relever ce défi, il est important de mettre en place le cadre juridique et opérationnel qui permet de le faire. Ça doit s'adosser sur un cadre juridique, sur des instruments, n'est-ce pas, d'opérationnalisation qui n'existent pas encore. Et tant qu'ils n'existeront pas, il sera difficile d'aller dans cette direction. Il faut développer le cadre et les outils de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. J'en ai parlé tout à l'heure, le modérateur en avait parlé. C'est également très important. Et il faut mettre en œuvre la charte de la déconcentration, qui a été une très grande revendication, n'est-ce pas, de tous les acteurs intéressés par cela, sachant qu'il est important de mettre en pratique cette règle de répartition des compétences et des moyens pour permettre, n'est-ce pas, aux services déconcentrés, aux autorités administratives, de pouvoir jouer le rôle que j'ai évoqué tout à l'heure au début de la conférence, d'être de véritables interlocuteurs des élus locaux. L'autre défi, c'est le défi de la cohérence territoriale. Nous avons vu quelles étaient les faiblesses à ce niveau. Il faut les corriger relativement aux distorsions spatiales. Et il faut mettre en place un cadre réglementaire qui organise l'intercommunalité ou l'interterritorialité. Étant donné que nous considérons que l'espace départemental peut être considéré comme réduit pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux. Revisiter le projet de pôle territoire qui était considéré comme l'échelon de mise en cohérence des outils de planification, des actions de développement au niveau des départements. Alors, le défi de la gouvernance et du management des territoires, très très important. Il faut promouvoir des véritables leaders à la tête des collectivités territoriales. Vous me direz comment il faut le faire, mais en tout cas c'est très important. Nous avons suivi ici une conférence sur le leadership qui nous montre qu'au fond ce sont les leaders qui transforment les organisations. Très important. Si nous n'avons pas des leaders à la tête des organisations, on a beau faire, ça ne marchera pas. Prenez une organisation, vous mettez quelqu'un qui a un leadership, il fait bouger l'organisation. La motivation est là. Les résultats sont là. Vous enlevez cette personne, vous mettez quelqu'un qui n'a pas de leadership, c'est l'effondrement. Explique l'incitation à l'investissement. Et ensuite réaliser maintenant des infrastructures d'appui au développement. C'est très important. On n'attire pas les investisseurs quand il n'y a pas d'infrastructures d'appui au développement. Des routes, des ponts, n'est-ce pas, des pistes de production, de l'énergie. C'est très très important. Donc il faut articuler les deux, réaliser ça c'est l'État qui le fait, et ensuite promouvoir l'attractivité. Cela permettra véritablement de relever le défi de la valorisation des ressources et des potentialités. Et c'est ça qui va permettre le développement des collectivités. Je vous remercie. Je voudrais, à votre suite, de l'avoir félicité pour sa disponibilité et la promptitude avec laquelle il a honoré notre contrat du jour, le féliciter surtout pour la clarté et le brio avec lequel il nous a fait cette présentation. Je pense vraiment, M. Diop, sans préjudice de ce que les uns et les autres vont certainement dire, mais je crois qu'il y aura une convergence un peu autour de cette satisfaction, autour de la perception que nous tous nous avons eue de votre exposé. L'exposé a été exhaustif, long, pertinent, brillant. Si on devait en faire l'économie, ça consommerait encore le temps qui nous reste. Je crois que les axes ont été assez clairement définis. Il faudra peut-être retenir 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'au fond, quelque part, il nous reste à fonder
ce qui était attendu de la vision. La vision. Et au travers de cette vision qui avait été bien définie, comme l'a rappelé le conférencier du jour, il y a un certain nombre de principes et d'orientations qu'il faut certainement revisiter. Et je crois qu'il y a la matière pour les élèves que vous êtes, véritablement, d'essayer de pénétrer ce thème et d'en sortir un certain nombre de soubassements pour lesquels, depuis plus de 10 ans, nous sommes en attente. Si Omens est là, c'est déjà un bon témoin, et forcément un témoin pour vous et pour nous tous, au-delà de l'amitié et de la camaraderie que nous connaissons entre vous deux, de son expertise pour le thème. Je pense que s'il y a aussi quelqu'un de la famille qui voudrait parler au nom de la famille, nous y consentirons bien volontiers. Donc nous allons essayer de couvrir ce segment-là avec ce type invité, quelques invités qui prendraient la parole. Alors, je voudrais dire aux invités que d'habitude, le directeur général est assez directif. Si les mains tardent à se lever, lui-même, lui-même il choisit. Il choisit quelques invités, mais je sais que les mains seront promptes à se lever. Bonjour, je vous considère comme membre de la haute fonction publique. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Parce que nous avons, quand j'ai eu l'occasion de côtoyer certains, de rencontrer maintenant des brillants esprits. Et chaque fois que je les rencontre, c'est vraiment un grand travail et un très grand plaisir. Je voulais saluer d'abord le docteur Samuel. On va me dire pourquoi docteur. Parce qu'il avait des bêtes de la médecine chez nous. Je l'appelle maître parce qu'il est maître de Giro. Karaté. Et il est maître en yoga. Alors, quand je dis ma chère, comment tu fais pour considérer tout ça? Et quand on est dans le domaine, en tout cas, des études, parce que j'ai eu un destin lié avec lui, parce qu'il m'a trouvé au niveau de la territoriale. Et on a partagé plusieurs départements. Lui comme sous-préfet. Et vraiment, j'ai toujours apprécié, en tout cas, cette haute performance au niveau des territoires, parce que aussi c'est des territoires pour nous, on est des maires, parce qu'on gère les budgets de son développement tout au long du sujet. Donc, je voudrais apporter quelques points de commentaires et de suggestions dans les débats. Le premier point, donc il l'a relevé, c'est un peu aujourd'hui dans la gouvernance. On sait que les collectivités territoriales occupent une place importante au Trésor, parce que c'est le Trésor qui assure la gestion financière des collectivités territoriales. Et qui dit gestion financière des collectivités territoriales, au-delà du recouvrement des recettes, comme vous l'avez dit, de l'élaboration des situations financières, mais un rôle de conseil financier qui est très important dans la mise en œuvre du développement local. Donc le receveur municipal ou bien le comptable joue un rôle très déterminant en termes d'information financière, en termes de recommandations, de suggestions pour une mise en œuvre des politiques publiques. Également, dans le cadre de l'accompagnement, comme vous l'avez dit, mais en notant que, en fait, le ministère de la gestion constitue un peu une contrainte par rapport au recours à l'emprunt, je voudrais relever un volet assez important de cette unité de caisse qui aujourd'hui permet certaines collectivités territoriales de pouvoir exercer une gestion financière par le recours d'avance qui évidemment vont être régularisés par les comptables publics. De ce point de vue-là, le dispositif en matière de gestion budgétaire est très pertinent et permet à certaines collectivités locales, dans bien des cas, notamment en cours d'exercice budgétaire, avec un peu les recouvrements qui peuvent connaître des difficultés, d'assurer quand même une exécution budgétaire assez importante. Évidemment, du point de vue de la dette, en termes de traçabilité, de fléchage
des dépenses. Donc, je crois que la réflexion peut être menée pour voir comment est-ce qu'on pourrait quand même donc, permettre à ces côtés territoriaux, tout en restant dans l'unité de caisse, de pouvoir quand même assurer une gestion budgétaire. On en a connu avec le PNDL, etc. L'autre aspect aujourd'hui, c'est en termes de digitalisation. Le Trésor a mis en place quand même le GEFILOC, qui est quand même ordinateur comptable, qui permet donc une gestion donc, basée sur la transparence et qui est important pour les partenaires techniques donc, au développement. C'est ces quelques aspects que je voudrais parler aujourd'hui qui sont mis en œuvre par le Trésor. Maintenant, sur le sujet en tant que tel, je voudrais donc vous faire deux suggestions, deux commentaires. Aujourd'hui, dans la gouvernance, il me semble important donc, de réfléchir sur la mise en œuvre des budgets programmes au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, au niveau central, on a mis en place les budgets programmes qui permettent d'atteindre des objectifs avec des résultats bien précis, quantifiés. Je pense qu'il va falloir qu'au niveau des collectivités territoriales, on essaie aussi de voir l'implémentation des budgets programmes qui permettraient de suivre des objectifs, d'atteindre donc des objectifs quantifiés. L'autre aspect, c'est la réforme sur la fonction publique locale. Parce que quand on fait une analyse financière des données des collectivités territoriales, on se rend compte quand même que malgré le fait qu'on évoque assez souvent la rareté ou bien la faiblesse des recettes, mais quand même, à certains moments, les recettes sont relativement donc, à des niveaux acceptables, même si on peut améliorer. Mais du côté des dépenses, il va falloir faire beaucoup d'efforts dans la rationalisation, la gestion des dépenses. Et ça, la mise en place de la fonction publique locale permettrait d'encadrer le recrutement, d'encadrer les dépenses un peu de fonctionnement et de dégager une marge à travers ce qu'on appelle un peu l'équilibre financier pour le financement des investissements et assurer un développement local. Voilà quelques... De ne pas relever de la liste des ENAC et d'oser prendre la parole. Donc ceci étant, je suis rassuré. J'apprécie bien les idées qui ont été agitées. Je rappelle que je fais partie des premières victimes de l'acte 3 de la décentralisation. Ceci pour donner une petite anecdote. Parce qu'en 2011-2012 jusqu'en 2013, il y a 5 régions qui s'étaient entendues sur l'appartenance d'une identité territoriale, pour ne pas dire de faire l'autre. Il s'agissait de la région de Louga, de Matam, de Tamba, de Saint-Louis et de Kaffrine. Quelle était leur préoccupation en tant que collectivité partageant un territoire commun, qui était le Ferlo? Ils souhaitaient inscrire une problématique de développement importante qui fait partie des défis que je considère comme étant les plus importants, c'est celui du changement climatique. Et dans leur entente, ils appelaient ça entente Ferlo, ils mettaient en avant le changement climatique pour chercher à voir comment l'inscrire dans la planification locale. Ils avaient été appuyés en cela par quelques collectivités françaises et ils avaient quand même réussi à former des points focaux climat qui avaient été tous affectés dans les conseils départementaux, conseils régionaux. Nous nous étions mobilisés pour le renforcement de capacité. Nous étions arrivés à une étape d'élaboration d'une manuel pédagogique. Et c'est en ce moment que l'acte 3 est tombé et toute la dynamique a été cassée. C'est pourquoi je dis que je fais partie des premiers victimes. Et ça me conforte dans des débats avec certains administrateurs donc, de la haute société, où toujours je leur posais la question, est-ce qu'on peut se développer sans sécurité? Et malheureusement, toutes nos politiques n'abordent pas le volet sécurité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire cette symbiose entre l'administration et ceux qui sont chargés de la sécurité pour aborder le problème dans sa globalité. Je l'ai dit à certains qui ont participé à l'élaboration du PSE, où on met le volet sécurité à la troisième phase.
Il suffit qu'il y ait insécurité pour que la première phase ne se déroule pas. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Les collectivités locales, quel est le principal problème aujourd'hui des collectivités locales? C'est le vol de bétail. L'insécurité, où les gens ne peuvent pas sauvegarder leurs biens. Et ensuite, on leur transfère en fait des attributions et des responsabilités sans leur donner les moyens. Il n'y a pas de procédure. C'est un thème pour lequel peut-être je n'ai pas beaucoup d'abordé, en dehors du volet financement qui a été abordé. Et je voudrais justement à ce niveau peut-être poser la question à monsieur le conférencier. Est-ce que les faiblesses qu'il a dénotées, surtout en ce qui concerne le financement, peuvent être dépassées pour pouvoir véritablement asseoir au niveau des collectivités locales des possibilités de dégager des ressources complémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je ne sais pas si je bien comprendre. Vraiment, c'est un problème. Ça a déjà été dit par deux intervenants. Il y a des problèmes de ressources au niveau des collectivités locales. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, le terme a été employé par quelqu'un, des niches qui pourraient éventuellement permettre d'accompagner encore une fois les collectivités locales. Encore par exemple, c'est parce qu'on est conscient que l'une des lignes majeures du développement des collectivités locales, c'est le financement. Alors, comment faire pour pouvoir engranger des ressources suffisantes, en tout cas suffisamment appropriées. Et c'est là où le problème se pose. Moi, j'ai toujours réfléchi à cette contrainte des collectivités locales, de savoir comment on peut trouver des moyens, des possibilités, des pistes de réflexion pour accroître, pour permettre aux collectivités locales, aujourd'hui très défaillantes, de pouvoir au moins faire le chemin qui les rapproche un peu des objectifs que nous sommes assis. Bon, les programmes qui ont été annoncés ici, les plans, comment on appelle ça, les plans programmes, c'est déjà une piste. C'est déjà une piste pour voir un peu comment on peut encourager les collectivités locales à s'investir. Mais en tout cas, le problème, c'est le conférencier. Pour moi, c'est vraiment la question centrale. C'est comment trouver les ressources adaptées pour permettre aux collectivités locales de pouvoir asseoir le développement qui est attendu au service, bien sûr, des citoyens pour lesquels les élections effectivement ont été faites. Voilà, monsieur le directeur produit. Merci d'avoir été. Alors, mais c'est très simple, c'est qu'en réalité, vous savez, tous nos textes sont bons, hein, mais c'est en application. Nous n'avons pas un problème de texte dans ce pays-là, on a un problème d'application de texte. Commençons déjà par donner aux collectivités ce qui leur revient. Le représentant du Trésor a parlé de digitalisation, mais c'est tellement facile maintenant. Allez dans nos machines, mettez de façon automatique au niveau des collectivités dans le revenu. Dès qu'on perçoit, les gens retrouvent ça dans les écritures. Les gens perçoivent ce qu'ils ont. Maintenant, je ne sais pas si c'est un lapsus. J'ai cru avoir entendu qu'à un moment donné, les gens se déchargent pour le Trésor, pour le rôle d'ordinateur. Si mes leçons sont exactes, je veux dire, je ne pense pas que les comptables puissent en même temps être ordinateurs. Je pense avoir entendu à un moment donné dans l'exposé, mais enfin, si c'est le cas, il faut corriger ça très rapidement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, moi j'ai dit, avec la digitalisation, il faut donner aux collectivités directement ce qu'ils leur reviennent. Comme ça, qu'elles retrouvent ça directement au niveau. Quel que soit le régime politique, quelle que soit la solution, les gens trouveront. Parce qu'en essayant de sanctionner les gens, soit disant que la commune est tombée entre les mains de l'opposition, ça n'a aucun sens. Et les populations qui sont destinataires, qu'est-ce qu'elles deviennent dans tout ça? Moi, je crois qu'un État ne réagit pas comme ça. Donc, effectivement, c'est ça le problème de l'administration. Il faut rester une administration républicaine, soumise à un état de droit, au droit. Quel que soit celui qui dirige la collectivité, on est là au service du citoyen et des collectivités. Donc, je crois que ça, nos textes sont très bons, c'est dans l'application qu'on pêche.
Une fois que vous avez digitalisé, mais ici dans ce pays-là, un des moyens les plus sûrs pour s'enrichir, c'est quoi? C'est la terre. La terre appartient ici à qui? Je résume à nos collectivités. Ce sont nos collectivités qui ont les terres. Donc, les ressources se trouvent là. Si vous réformez la commission des opérations domaniales en décentralisant, il ne faut pas que tout se retrouve ici à Dakar, pour qu'on vous dise que le dossier est perdu. Au bout de 10 ans, personnellement, moi j'ai un bail qui a fait plus de 10 ans dans le circuit. Personne ne peut vous dire où est-ce qu'il est passé. Ça n'a pas de sens. Chaque fois que le dossier vient ici à Dakar, c'est le blackout. Alors que je connais les individus, non, DG, on s'en occupe. Il ne sortira jamais. On retrouve à la base, on reprend le texte, le dossier revient ici, quelqu'un le met dans un tiroir, on n'en parle plus. Vous ne savez même pas à qui vous adressez. C'est pour vous dire. C'est un exemple que je sors comme ça pour vous dire qu'on fait beaucoup de théories ici, mais le problème est très simple. Décentraliser la commission des opérations domaniales, ça a été dans les régions. Et qu'on affiche quelque part. Ici, le problème, c'est l'information. Quand un dossier est mis dans le circuit, il faut l'afficher. Pour qu'on sache quand est-ce qu'il est sorti et il est rentré, où est-ce qu'il est passé. On peut discuter tout de suite. Où est-ce qu'il se trouve? Je vais raconter une petite anecdote entre un maire et un planificateur qui s'était présenté devant un maire et le maire lui disait que j'habite dans une région déshéritée. Aidez-moi à transformer mes faiblesses en opportunités. Je n'ai que du sel et des chèvres. Donc tout simplement pour montrer qu'aujourd'hui, aucun territoire n'est pauvre. Tout territoire est riche de ses potentialités. Mais cela revient par rapport à la question soulevée ici depuis le début, c'est par rapport au leadership, par rapport aux hommes qui sont chargés de conduire justement ces politiques-là et de mener la vision justement qui est insufflée pour arriver au développement escompté par rapport à ces territoires. Je voudrais également intervenir par rapport à un autre point qui a été brossé, c'est surtout par rapport au numérique. Le conférencier, à l'entente de ses propos, a parlé de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un outil aujourd'hui qui a révolutionné le monde de la recherche et le monde du numérique. Mais il est dommage de constater que nos territoires vivent encore à l'époque entre guillemets coloniale. Aucune initiative, aucune innovation. Aujourd'hui, sur les plus de 500 communes au niveau du Sénégal, quelles sont les communes qui disposent d'un site web fonctionnel? Quelles sont les communes qui ont des compétences pour justement adopter ce qu'on appelle le marketing territorial, davantage vendre les territoriales? On parle également de coopération décentralisée, mais souvent quand on parle de coopération décentralisée, c'est surtout ce que nous, collectivités territoriales du Sud, espérons recevoir des collectivités territoriales du Nord, mais pas nous exactement ce que nous proposons en termes d'offres et en termes de coopération véritablement viable. Je pense également, pour terminer sur un point, c'est les outils de planification qui ne sont pas aujourd'hui utilisés à bon escient. Je pense notamment au plan de développement communal, au plan de développement départementaux. Il y a des initiatives disparates au niveau des collectivités territoriales, des acteurs diversifiés, des interventions, des ONG et autres, mais la coordination et l'harmonie dans les interventions sont encore véritablement donc très faibles. Et à mon avis, il faudrait davantage miser sur ces axes-là pour davantage sortir nos territoires de cette pauvreté entre guillemets et espérer justement atteindre les résultats par rapport à ce développement. À la suite donc, de l'exposé de M. Diop, faire une contribution. Donc M. Diop, dans le cadre de son exposé, a fait état de l'absence de recensement annuel, la non-implication des élus locaux dans la détermination des assiettes imposables, de l'absence de services départementaux et d'un service de cadastre dans les départements. Donc, en retour à son exposé, je voudrais faire une contribution pour dire que la DGID a lancé une initiative dans la conduite du programme YATAN. Donc, la DGID a lancé le programme de rénovation et d'extension des services de la DGID, le PRESID. Donc, dans le cadre de ce programme, il y a des sous-programmes. D'abord, il y a une volonté de poursuite donc, de la territorialisation des politiques publiques avec la création de services départementaux. On a commencé avec 3 services départementaux, le service de Diamniadio, le service de Kermassar et le service de Tivaouane, qui seront fonctionnels au mois de mars. Donc, dans la même perspective, donc la DGID va également créer d'autres services. Donc, pour l'instant, c'est 27 départements qui sont visés progressivement.
Donc, juste pour donner une idée de la prise en charge de ces problématiques par la DGID. Chers collègues, alors j'avais deux questions à poser à M. Diop, parce que tout au long de son exposé, et au passage, je voudrais également le féliciter pour son exposé brillant et complet. Alors, au passage, vous avez parlé des limites de l'acte 3 de la décentralisation dans le développement des territoires. Alors, sur ces limites-là, est-ce qu'il ne faudrait pas dire également qu'est-ce qu'il ne faudrait pas souligner des limites liées à l'organisation territoriale? Je m'explique, parce que avec l'acte 3 de la décentralisation, on a supprimé la région comme collectivité territoriale, collectivité locale, en mettant en place, créant, donc pour une première fois dans l'histoire de la décentralisation au Sénégal, le département comme collectivité locale. Ce qui, selon certaines personnes, certains auteurs, pensent que c'est une aberration, parce que la collectivité locale est une circonscription purement administrative. C'est le produit de la colonisation. Et donc, son élection en collectivité locale devrait servir à des intérêts de mutualisation, de coordination de mobilité, mais également de mesures de phénomènes sociaux. Donc, c'est en substance des propos que Moussa Bala Fofana et Ousmane Sonko ont préconisé, ont dit dans leurs ouvrages intitulés Les territoires de développement. M. Nasser l'a rappelé qu'en 1960, nous avions, donc avec le père révérend, le groupe humaniste et expert, avec la loi 60-01, on a mis en place au Sénégal donc, le premier plan de décentralisation avec 7 régions naturelles, 7 régions collectivités locales, donc qui correspondaient avec nos régions naturelles. Je pense que M. Bérem Owens l'a dit, a rappelé, c'est cette région. Et donc aujourd'hui, on assiste à un retour en vogue avec un changement de concept disant, par exemple, qu'il faudrait 7 pôles territoires. Et donc nous l'avions déjà en 1960. Des choses se sont produites. Et donc véritablement, on assiste à 14 régions comme circonscription administrative. Mais la région est supprimée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un faux débat là-dessus? Oui, c'est la supprimée, effectivement. Ok, monsieur le directeur général, je voudrais adresser mes admirations au conférencier, en tout cas pour l'exhaustivité de sa présentation. Cela m'a permis de beaucoup apprendre. Un de mes camarades a dit tantôt, lorsque j'étais en déplacement pour quelque chose, il m'a dit que l'acte 3 de la décentralisation est victime de sa vision. Bon, en 10 ans, il a dit, excusez-moi la répétition, en 10 ans, parce que l'horizon temporel c'était 10 ans il me semble, 2023, pour obtenir des territoires viables, compétitifs, etc. Donc c'est assez ambitieux. Voilà, donc voilà lui, en tout cas, son analyse qu'il a eu à faire. Mais je voudrais, pour ma part, évoquer, parce que le thème est vraiment très vaste, évoquer 2 aspects tout simplement, par rapport à l'équité territoriale. Et je pourrais le faire sans pour autant mentionner le cas de Dakar, qui polarise effectivement beaucoup d'autres localités. Et ce qui fait que d'autres localités sont dégarnies. Il y a depuis longtemps qu'on parle du phénomène de l'exode rural, etc. Donc ça dégarnit les régions. Et ça pose vraiment un problème de cercle ici en réalité, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la problématique du changement climatique, on l'a évoqué tantôt, la problématique liée à la croissance démographique, je ne suis pas contre, j'essaie d'analyser tout simplement, préoccupe. Et dès lors, il serait important pour moi de tout faire pour renforcer les autres localités hors de Dakar. Aujourd'hui, l'État a quand même fait beaucoup d'efforts à la matière pour véritablement mettre en place des projets-programmes, PACASEN, les projets d'agropole, etc. Mais j'estime que les projets de terre, verte, etc., mais j'estime que tous ces projets-là, à Dakar en tout cas, pourraient atteindre leur limite, en tout cas dans un temps assez proche. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cette ici-là. Si on prend bien soin de Dakar et qu'on dégarnit à peu près les autres, les populations des autres régions viennent
à Dakar, c'est normal. Et on va essayer de trouver des mesures palliatives. Et à force de le faire, la ruée vers Dakar va faire de sorte que vraiment ces projets-là ne pourront pas tout contenir, ne pourront pas contenir ces innovations en matière de transport notamment. Et il y a beaucoup d'enjeux qui sont derrière, je l'ai dit tantôt, les enjeux agricoles. On a besoin vraiment de renforcer ces terroirs-là pour quand même pallier la problématique de sécurité alimentaire, etc. Ça, c'est dans le secteur des travailleurs pratiquement depuis 2 ans, une paralysie du secteur, liée notamment à des revendications dont la plus constante est l'adoption de la fonction publique territoriale. Un débat s'est même posé, je vous parle sous le contrôle de nos juristes formateurs, M. Ahmed Demaya. Un débat s'est même posé sur l'application, c'est-à-dire si les travailleurs, si on peut leur appliquer le dialogue social ou pas. Donc, à y voir de plus près, il semblerait qu'ils se trouvent dans une situation où ils n'appartiennent ni au dialogue social, et où disons, le Conseil supérieur de la fonction publique n'est pas encore adopté. Donc, qu'est-ce qui retarde, disons, cette réforme, étant donné que le développement des territoires dépend entièrement, ou bien en grande partie, d'un service public local ou bien de l'administration locale. Merci. Ajouter au débat que le constat est que la question de la décentralisation, quand même, est un processus qui est très complexe et très mouvant. Parfois, il a connu des événements forts, mais également des difficultés qu'il a connues. Également, la décentralisation, quand même, repose sur des textes. Ça repose sur des textes vraiment très bien élaborés. Mais comme je pense qu'un des intervenants l'a dit, c'est l'application de texte qui pose problème. La difficulté, elle est là sur le terrain, très complexe. La seule chose que je voulais souligner, c'est le découpage politico-administratif qui est là, très préoccupant. Et ce que cela amène, c'est quand même une prolifération vraiment de territoires qui aujourd'hui est choisi sans véritablement des perspectives de territoire, mais également des perspectives économiques. Je pense qu'aujourd'hui, l'État ou bien le gouvernement s'engage à réformer, mais il réforme sans vraiment mettre en question, ou bien remettre en question ce qui est cet équipage-là administratif qui aujourd'hui constitue l'une des causes de dysfonctionnement, mais également de déficit de financement de cette décentralisation-là. Je pense que c'est quelques mots que je voulais placer, tout en remerciant encore M. le conférencier.